Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de pionniers qui est un, rendez-vous d'inspiration mensuel, à peu près d'1 h 30. Donc on va être ensemble jusqu'à 10 h et l'objectif, c'est de venir illustrer les différentes briques d'un nouveau modèle économique à impact positif, à travers le témoignage d'un dirigeant qui ose, qui a osé ou qui est en expérimentation justement sur de nouvelles, offres et des nouveaux services et donc qui vient questionner en fait son modèle. Chaque trajectoire, comme vous allez le voir ou comme vous avez pu le voir, au fur et à mesure des épisodes, sont à des stades d'avancée différents, des stades de maturité différents et c'est justement ce qui va faire la richesse en fait de tous les échanges qu'on va avoir, tout au long de l'année. Le webinaire, il est porté et piloté par l'association d'utilité inspirante Nekwe, en partenariat avec différentes, régions et départements et donc avec la région donc Centre-Val de Loire, le département du Maine-et-Loire, la région Occitanie, la région Nouvelle-Aquitaine et la région Île-de-France. Hem, pour l'entretien, donc il va être, animé par Evelyne Maillet, qui est chargée de mission innovation chez Angers Technopole et qui est responsable d'un programme, EFC porté par Angers Technopole et auquel a participé, notamment, notre témoin. Pour ma part, je suis Élodie Douaglin, je suis indépendante et accompagnatrice, de trajectoires vers de nouveaux modèles économiques et donc membre du collectif Nekwe. Et avant de passer la parole à Evelyne, je vais juste faire un petit rappel logistique. Vous allez pouvoir en fait, poser, vos questions dans le chat. On va vous demander pendant l'entretien de couper les micros et les caméras et du coup, voilà, vous posez les questions dans le chat, je les prendrai au fur et à mesure et je prendrai également un temps à la fin pour, avec Philippe, vous aurez un jeu de questions-réponses. Je m'aperçois que j'ai oublié de passer les slides et vous aurez en fait, cette slide-là en résumé, qui sera envoyé à la fin de notre webinaire. Et donc Evelyne, je te passe la parole pour présenter notre témoin. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci, d'être présents, ce matin aussi nombreux. On est ravis d'accueillir notre témoin Philippe Le Goff, donc co-dirigeant de l'entreprise, Unimédia. Donc plaisir d'autant plus partagé qu'on l'a accompagné en 2024 lors du parcours, EFC Émergence, donc la dernière session. Donc pour présenter brièvement et Philippe et Unimédia, donc Unimédia, c'est une entreprise, angevine située à Beaucouzé, donc juste à côté, d'Angers dans le Maine-et-Loire, qui a été créée en 1996 par Christian Gandon, qui était un passionné de technologie, comme tu as plaisir à le dire, Philippe, un peu avant-gardiste, on peut même parler qu'il a créé une des premières startups parce il était très innovant, notamment autour de la messagerie électronique qui, à l'époque, était quelque chose d'encore très peu, répandu. Et pendant 10 ans, en fait, cette entreprise avec 3-4 personnes a vivoté jusqu'à un tournant décisif en 2005 avec l'arrivée de la fibre optique, dans le Maine-et-Loire, notamment. Et Christian, Gandon, lève la main et il voit une opportunité, en fait, de placer, de répondre à cette possibilité de faire d'Unimédia un grand opérateur internet local. C'est plutôt audacieux à l'époque parce qu'il y a que les grandes entreprises, comme tu disais, qui peuvent s'offrir le luxe de cette fibre optique. Donc Unimédia lève la main et c'est parti pour ce nouveau chapitre. En 2008, tu arrives chez Unimédia, Philippe, en tant que commercial et comme tu dis, tu es déjà un peu geek et tu es complètement fasciné par le potentiel du numérique et convaincu assez rapidement, à cette époque, que tout allait passer par internet. Ton premier travail, ça a été de décrocher des gros contrats pour Unimédia, des contrats, auxquels vous vous attendiez pas du tout, comme par exemple les 24 heures du Mans, 24 heures du Mans que vous accompagnez toujours aujourd'hui. Donc franchement, une très, très belle opportunité. En 2011, il y a une période de transition et c'est en 2014 qu'avec, Nicolas Leray, qui est également co-dirigeant d'Unimédia, vous décidez, donc de racheter, véritablement, les parts, sociales d'Unimédia et d'apporter une vraie impulsion. Pourquoi? Parce que, vous pressentez assez rapidement que, le marché de la fibre va se banaliser, que les marges vont se dégrader et que vous allez pas pouvoir rester longtemps, rentable si, vous n'agissez pas.
Et donc, la vision, elle est claire, il faut créer un modèle différenciant. Et à l'époque, vous commencez déjà à écouter les besoins du terrain. Et les besoins du terrain disent qu'il faut anticiper et qu'il faut peut-être anticiper justement la fusion entre la téléphonie, Internet et informatique. Et donc, il y a un grand virage stratégique qui s'opère à cette époque-là parce que vous vous lancez dans la téléphonie, qui est un autre métier en fait d'Unimédia. Donc, c'est un peu la révolution. Et donc, on arrive à activité d'opérateur global d'Unimédia qui fait que vous êtes capable de raccorder, d'installer la fibre, les téléphones, les interphones, bref, d'assurer toute la chaîne de valeur. Et donc, Exactement. c'est quand même, donc vous gardez en fait une certaine différenciation grâce à ce modèle hybride, on va dire, jusqu'à, c'est sans compter l'arrivée du Covid qui rabat les cartes. Avec l'arrivée du Covid, en fait, ça bouleverse le marché et toutes les entreprises se lancent dans la téléphonie IP. Donc là, se pose la question, en fait, de faire qu'est-ce qu'on fait, en fait. Est-ce qu'on devient distributeur, on reste opérateur, c'est quoi Et donc, en fait, vous décidez quand même si vous perdez cette avance concurrentielle, vous décidez de garder ces doubles compétences parce qu'en fait, il y a besoin d'experts sur l'ancien monde, en fait, et le nouveau monde. Mais on va y revenir un petit peu plus tard dans les singularités d'Unimédia. Aujourd'hui, Unimédia, c'est une équipe de 30 collaborateurs, avec une zone d'intervention à 90% sur le Maine-et-Loire et plus particulièrement sur Angers. Vous réalisez un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous êtes avec une activité qui est en train, encore une fois, d'être en mutation, puisque l'Internet, qui était auparavant de 90%, passe à 50% aujourd'hui, et parce que vous développez de nouvelles offres à plus forte valeur ajoutée. Donc, on va revenir sur toutes ces choses qui sont hyper intéressantes avec ces grands faits, ces grands tournants, ces grandes prises de décision que vous avez pris avant l'heure d'ailleurs. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de rentrer dans la première question, Philippe, ou est-ce que j'ai assez bien résumé Non, non, c'est très bien. Merci Evelyne, c'est très bien. C'est toujours un peu perturbant d'entendre par l'histoire quelqu'un de d'autre? ton entreprise à la troisième Ouais, personne par quelqu'un d'autre, mais tu l'as très c'est vrai. bien fait. Ok, Le récit est plutôt OK et je suis déjà, je veux dire en introduction, bonjour à tout le monde. Je suis très content d'être là et très content merci Philippe. d'essayer d'œuvrer dans cette démarche de manière plus globale qui est au-delà de nous tous et au-delà d'Unimédia et au-delà de moi-même. Je suis très content d'être là et merci pour cette présentation. Merci Philippe. Donc, une première question, comment tu définirais les singularités d'Unimédia aujourd'hui? Il y en a plusieurs. La première, effectivement, c'est celle que tu as présentée. C'est-à-dire qu'en début des années 2010, on sait que le marché de l'Internet va forcément devenir un marché qui va se normaliser, sur lequel il va être difficile de se différencier. Donc, ce qui faisait notre valeur de différenciation au départ pouvait devenir un piège dans lequel on ne voulait pas tomber. Et on a fait le choix, effectivement, de se différencier en diversifiant nos activités, partant de la vision claire que tout allait de toute manière arriver à un même endroit. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, la téléphonie, l'Internet, la sécurité, l'informatique, tout allait arriver à peu près dans un même périmètre. Et il y a une sorte de course contre le temps, de se dire comment on pouvait réinvestir l'ensemble de la création de valeur à vraiment quasiment à 100% dans de nouveaux métiers complémentaires au premier. L'idée étant assez simple, c'est l'impact client. Que recherche le client entreprise, puisqu'on travaille qu'avec des entreprises? Le client entreprise, il veut réduire au maximum son nombre d'interlocuteurs pour être plus efficace. Et ça a été notre stratégie et c'est aujourd'hui la façon avec laquelle nous y répondons. De manière à ce que pour lui, ce soit plus serein, plus simple, moins de complexité, un seul interlocuteur. Donc, une offre complète aussi, quoi. Ouais, une offre complète. Pour atteindre cet objectif, il a toujours été extrêmement important pour nous de miser sur les équipes, donc d'avoir une équipe stable. J'aime beaucoup cette chose que j'avais entendue un jour, c'est la théorie, l'expérience et l'expertise. C'est-à-dire que quand les gens arrivent chez nous, bah, souvent, en tout cas, ça a souvent été à une époque des jeunes qui avaient de la théorie, mais pas forcément l'expérience. Donc l'expérience, ben, elle se faisait au fur et à mesure du temps, du travail.
Et puis, au fur et à mesure des problèmes, des erreurs rencontrées, on devient expert. Et aujourd'hui, on a cette chance d'avoir un turnover qui est quasiment inexistant. Et donc, sur nos 30 collaborateurs, on a beaucoup d'anciens. Alors, c'est marrant de parler d'anciens parce que la moyenne d'âge, elle doit être d'une trentaine d'années. Mais c'est quand même ça l'idée. Et on a donc beaucoup d'experts. Et donc, ça nous permet effectivement d'avoir des équipes qui se sont aussi appropriées le projet, qui ont vu l'entreprise évoluer. Et il y a une sorte de responsabilité collective comme ça qui s'est développée. Et j'aime à penser que c'est une vraie différenciation dans un marché où justement il y a beaucoup de turnover. Tu En même disais, temps, oui, pardon, parce que tu as dit quelque chose qui était intéressant quand on a préparé le rendez-vous, c'est que tu disais qu'avant, tu t'épuisais à vouloir que tout le monde s'intègre. Tu as parlé de oui, cette responsabilité collective et oui, aujourd'hui, en fait, tu laisses faire tant les personnes sont engagées, oui, tant il y a de la confiance aussi en la direction. Ça, c'est important, en fait, d'y passer un petit peu plus que tu développes un petit peu plus ouais, de confiance que tu euh, donnes dans tes équipes. C'est ouais, une partie des ça, singularités de l'immédiat. Ouais. ouais. On a un biais avec Nicolas, mon associé, qui est vraiment un biais de confiance qui est, on n'arrive jamais on n'arrive jamais en, comment dire, en soupçonnant le négatif, on se concentre toujours sur le positif en se disant que il faut prendre voilà, le meilleur des uns et des autres et faire confiance pour que le meilleur des uns et des autres s'exprime. Et en fait, ça fonctionne très très bien avec beaucoup de collaborateurs. Ça a parfois moins fonctionné, on a quand même eu quelques échecs, mais très très peu par rapport à ce que ça nous apporte. Et donc aujourd'hui, on a une équipe effectivement qui s'autogère beaucoup à certains endroits de l'entreprise. On va dire plusieurs équipes et une seule et même équipe. Et effectivement, on a ce truc où les collaborateurs sont souvent, très souvent, plus engagés que nous-mêmes. Et c'est même parfois troublant parce que on peut les trouver sont extrêmement exigeants. En fait, on travaille dans une ambiance qui est, enfin, voilà, pour vous, Evelyne et Elodie, qui êtes venues à plusieurs reprises, vous en rendez bien compte. C'est très horizontal chez nous, c'est très ouvert, on se dit bien les choses, etc. Et pour autant, il y a une rigueur et un engagement qui est extrêmement puissant. Et donc, effectivement, les gens qui arrivent les collaborateurs qui arrivent, quelque part, doivent se fondre dans le moule et si d'aventure ça ne correspond pas à leur manière de penser, ils peuvent, dans une certaine mesure, s'en exclure un peu tout seul et dans une certaine mesure, le groupe les exclut aussi, mais c'est un peu bizarre. Ouais, il y a un truc comme ça, une appropriation du projet par les équipes qui est assez forte et une culture d'entreprise qui est très puissante. Ah ouais. Et ouais, euh, Et qui c'est fait qu'il y a un engagement du coup et en ouais, fait pour lequel vous intervenez très peu parce que le travail il est oui, fait. Il y a beaucoup de confiance en fait. oui. Oui, oui, oui. Et Et ça peut être perturbant, vous voyez, ça peut être perturbant dans le sens où des collaborateurs qui arrivent chez nous, qui auraient besoin d'avoir un cadre extrêmement strict. Vous savez, il y a des personnes comme ça qui ont des... Et c'est pas du tout critiquable, bien au contraire, peut parfois être riche d'avoir des... On a quelques collaborateurs aujourd'hui qui sont comme ça, mais qui ont quand même cette porosité de pouvoir travailler mm, avec justement cette confiance, cette responsabilité, cette autonomie. Mais parfois, ça peut être déroutant quand on est face à des collaborateurs qui arrivent, qui ont peut-être une trentaine d'années, qui ont vécu pendant 10 ans dans des entreprises qui étaient très fermées, très processées, très cadrées. Ça commence à tel endroit, ça finit à tel endroit. Et ça, pour le coup, ça peut être source de perturbation et parfois de mal-être, qui peut faire que même si on a un turnover très faible, il n'empêche que le turnover qu'on peut avoir, qui est souvent d'un départ, d'un commun accord, se fait souvent pour ça. ok. Il y Peut-être a qu'il une oui, question, si je peux, ouais. intervenir. Une question de Isabelle qui Mhm. demande justement, dans les faits, comment ça se traduit concrètement des collaborateurs plus engagés que nous-mêmes? Ça se traduit par une bonne question parce que c'est presque invisible. On n'a pas besoin de dire aux uns et aux autres, je sais pas, je prends un exemple, on n'a pas besoin de dire aux uns et aux autres, organisez. Il faut que les congés, par exemple, ce soit comme ceci, comme cela, pour qu'on soit efficace, efficient, disponible. En fait, par eux-mêmes, ils vont aller se voir
et dire, ben voilà, moi, au mois de mai, je voudrais faire ça. Est-ce que ça peut correspondre, toi, par rapport à tes projets, à ta famille, etc. Les projets de l'été, comment on peut se coordonner. On n'est pas dans une démarche qui consisterait à dire premier arrivé, premier servi. Donc, je vais aller. Non, il y a une sorte de responsabilité collective. Bon, là, c'est un exemple qui paraît un petit peu désuet, mais c'est ça. Il y a engagé plus que. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, si on a une problématique chez un client, euh, moi, je vais être capable de dire, bon, OK, on a ce problème-là, il faut le traiter. Maintenant, raison gardée, ne nous mettons pas la rate au courbouillon parce que ce cas-là, eh bien, eux vont vouloir aller plus loin. Ils vont dire, mais non, quand même, et des fois, on dit, mais OK, cool, quoi. J'aime pas cette métaphore, mais je vais quand même la faire. On ne soigne pas des enfants malades. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ne rentre pas chez toi stressé de cette problématique parce que, OK, ça va, y a pas, c'est pas la fin du monde, quoi. Alors on pourrait, nous, se positionner dans un module inverse, enfin, dans un modèle inverse et mettre nous-mêmes la pression. Mais tu te rends compte, ce problème n'est pas réglé, il est 18 heures, non, tu peux pas rentrer chez toi comme ça. Et donc, c'est l'inverse. Et en fait, cet inverse, cette culture de l'inverse, elle va générer en fait des personnes qui du coup se sentent plus responsabilisées dans leur volonté de bien faire, etc. Et de donner du sens aussi à leur travail. Et il y a comme ça quelque chose d'un peu magique qui fait que on a effectivement beaucoup de collaborateurs et c'est aussi pour ça qu'ils restent beaucoup chez nous. Enfin, je crois en tout cas. Je crois qu'il n'y a pas que ça, mais je crois que c'est beaucoup ça quand même. C'est qu'il y a du sens à ce qu'ils font et voilà, et c'est cool quoi. Et par exemple, les alternants, tous les alternants qui sont chez nous, vraiment tous sans exception, et si je compte, on est 30 aujourd'hui, il y en a peut-être 5, 6, 7, sont tous restés naturellement dans l'entreprise. Il n'y en a jamais un qui à la fin est parti. Ils ont tous souhaité, dit, bah, moi je veux rester, ça me plaît. Et on a certains alternants qui ont fait des alternances chez nous en 2017, 2018, 2017, 2020 et qui sont encore là. Et on en a encore là 2 en cours qui émettent la volonté de rester. Il y a ce truc, quoi. Voilà. Hyper intéressant, on y reviendra un petit peu plus tard. L'autre chose que tu avais évoquée aussi dans les singularités, il y avait peut-être d'autres thématiques qu'on avait vues ensemble? Ouais, il y a une singularité dans notre évolution quelque part. C'est-à-dire qu'à la base, on est opérateur Internet et c'est quelque chose qui est très bizarre. On a un rapport très contrasté à cela. C'est-à-dire que dans les années 2010, c'est ce qui faisait totalement notre différenciation. On arrivait chez les clients, on disait voilà, on est opérateur Internet, on va nous regarder avec des yeux. Ils trouvaient ça extrêmement innovant. Ils disaient mais je comprends pas, il n'y a pas que Orange, SFR et Bouygues Télécom qui sont opérateurs. Ben non, non, ben nous, Unimédia, on est opérateur. Ok, mais Unimédia, vous êtes qui? Enfin, il y a quelque chose qui était un peu comme ça et qui pour autant en fait nous a beaucoup servi parce que finalement ça nous a permis, tu citais tout à l'heure les 24 heures du Mans, mais effectivement nos premiers clients, enfin pas nos premiers, mais parmi les dizaines de premiers, on avait Terra Botanica, qui est un grand parc d'attractions du coin. On avait le Conseil général du Maine-et-Loire, on avait Valeo, on avait donc les 24. On avait comme ça des entités énormes. Et on avait Keolis, qui est devenu la RATP, qui est toujours client d'ailleurs, et qui sont des gens d'ailleurs tous ceux que j'ai cités là sont toujours clients d'Unimédia. Et c'était un peu, voilà, un peu bizarre comme ça. Et en fait, au fur et à mesure des années, comme tu l'as dit, Evelyne, nous avons rajouté la téléphonie, la sécurité réseau, l'informatique, l'hébergement, le Wi-Fi. Donc, tout ça, ça a été un empilement progressif sans jamais faire de rachat externe. Donc, ça a toujours été de la croissance interne, des recrutements, de la formation, de la montée en polyvalence, etc. Et donc, tout cela fait qu'à certains moments, on a énormément de collaborateurs qui ont des expertises, mais qui ont également une réelle polyvalence sur énormément de domaines des métiers d'Unimédia. Et donc, ça veut dire que cette double, triple, voire quadruple compétence à des moments va nous permettre chez les clients de faciliter énormément les migrations. Je vais prendre l'exemple de la téléphonie. J'ai aujourd'hui 4 techniciens en téléphonie à la fois IP, mais à la fois non IP, c'est-à-dire le métier d'avant. Et donc, quand on arrive chez des clients sur des infrastructures un peu vieillissantes, on a ce double regard. On a ce regard de l'ancien, des problématiques de l'ancien monde, et on a ce regard des problématiques du nouveau monde, avec ce que ça amène, mais aussi avec ce que ça soutire. Et donc, en fait, on arrive avec le client
à le faire évoluer avec une certaine douceur, en fait, avec une souplesse. Vous savez, quand on fait des travaux chez soi, par exemple, il y a les travaux en tant que tels, mais il y a aussi la peur des travaux, comment ça va se passer. En fait, chez un client qui change sa téléphonie, c'est pareil. En fait, il y a la peur de dire, bah, OK, on va mettre en place des nouvelles choses, mais comment va se passer la transition? Comment on va accompagner mes collaborateurs sur les nouveaux outils? Comment on va poser les bonnes questions pour comprendre ce que l'on va perdre, en fait? Qu'est-ce qu'on va... Vous savez, on est tous pareils. Quand on change son téléphone, son ordinateur, ou je ne sais quel autre exemple, mais même sa voiture, on sait ce qu'on va gagner souvent parce que le commercial va vous dire ah mais grâce à cet outil vous allez faire ça, c'est formidable, vous allez voir, ça apporte ceci, ça apporte cela, mais parfois ou souvent on oublie de vous dire ce que ça vous retire. Et dans la téléphonie, notamment, la téléphonie IP apporte énormément de choses, mais elle a également enlevé des choses. Et donc, quand vous vous retrouvez avec des collaborateurs ou des collaboratrices en face de vous qui, je parle chez mes clients, depuis 10, 15, 20 ans ont l'habitude de travailler d'une certaine manière et que vous leur dites demain, vous n'aurez plus un téléphone sur votre bureau sur lequel vous aurez des choses qui clignotent, vous aurez un annuaire, ça fait 10, 15 ans que vous faites les mêmes choses, mais demain, vous aurez tout dans un PC. En fait, c'est plus du tout la même manière de travailler. Et donc, pour les gens, c'est extrêmement perturbant. Et donc, nous, ce qu'on Ça va veut dire que apporter, c'est un accompagnement pour faire en sorte que cette transition se fasse plus en douceur et qu'on soigne, en fait, l'homme ou la femme qu'il y a devant le PC, quoi. ouais, ce que tu dis, mais on va y revenir tout à l'heure dans tes apprentissages, c'est que tu t'aperçois que ton activité, de manière, non intentionnelle, elle cause du stress, en fait, à la Et fois chez complètement. en interne et à la fois chez les clients et ça, vous l'accompagnez parce que, bah, on va le voir tout à l'heure, tu vas y Mmh. revenir, mais parce que vous avez vraiment mis le doigt dessus, quoi et que c'est Oui. que vous avez décidé d'identifier et de traiter aussi, donc ça, c'est hyper intéressant. Bah, c'est un des enjeux, si tu veux, dont on peut parler, qu'on a véritablement verbalisé sur les premiers chantiers de l'EFC. Mmh. On peut évoquer peut-être déjà les externalités ou c'est peut-être un peu tôt? Alors juste, moi je veux bien, Vas-y. bon parce que faut Mmh. laisser de mais tu avais il y a une autre chose dans les singularités qui était intéressante aussi de dire, c'est que, Oui. c'était le fait que tu as jamais fait, vous n'avez jamais fait le choix de l'hypercroissance démesurée. Non, Mais dans les singularités, ça a toujours été de, construire, l'offre, mais, de manière, pas résiliente, mais, enfin je sais pas, robuste. voilà. Et ça fait Euh, partie des singularités aussi, c'était, oui, hyper important de le souligner, pardon, à oui, ce oui. là Non, ouais. non, je te remercie. En fait, Nicolas et moi, on est très différents. Si vous, d'ailleurs, Evelyne, je crois pas que tu aies déjà rencontré Nicolas. Si tu rencontrais Nicolas, tu verrais qu'il n'est pas tout à fait l'opposé de moi, mais on n'en est pas loin. Et, et non, non, c'est vrai, hein. Et c'est ce qui nous nourrit, en fait. C'est ce qui fait qu'une immédiat fonctionne bien. C'est-à-dire que, on est très différents. Sauf que, on se réunit de manière très puissante sur un mot qui est très fort et qui parfois est désuet pour le coup, qui est l'honnêteté. En fait, Nicolas et moi, on est des gens profondément honnêtes. Et qu'est-ce que ça implique, ça? Parce que c'est un terme qui est galvaudé au-delà même d'être désuet. C'est que on a un respect de la promesse qui est hyper important pour nous. Et donc, cette promesse, que ce soit vis-à-vis du client final, que ce soit vis-à-vis de nos collaborateurs, elle est hyper structurante. C'est-à-dire que moi, si je dis à un collaborateur que dans mon entreprise, ce sur quoi il peut capitaliser pour son avenir, c'est un certain bien-être, c'est de se sentir bien, de ne pas venir au boulot la peur au ventre, de ne pas partir la boule au ventre. Si je lui promets cela, je dois respecter cette promesse. Et donc, ce qu'on a toujours essayé de faire avec Nicolas, quels que soient les postes, c'est notamment de passer par une sorte de résilience permanente. C'est-à-dire comment je peux faire en sorte qu'à aucun moment, un collaborateur se sente au pied du mur, enfin adossé plutôt, ne plus avoir de solution. Je prends l'exemple, je prenais l'exemple récemment d'une collaboratrice, euh, on savait que à un moment donné, cette collaboratrice allait s'absenter voilà, parce qu'elle avait un désir d'enfant et c'était formidable. On a beaucoup de collaborateurs, collaboratrices qui sont devenus clairement des amis, donc on est quand même sur un discours de transparence qui est très puissant.
Et plusieurs années avant, on s'est dit, pour son bien-être à elle, il faut absolument, parce que c'est quelqu'un qui est très engagé dans l'entreprise, il faut absolument qu'on double son poste, qu'elle transmette, qu'elle ait quelqu'un qui travaille avec elle, parce qu'il faut qu'elle puisse mener son projet à elle sans qu'elle ait ce stress de se dire mais comment ils vont faire dans la boutique quand je serai pas là, ça va être l'enfer, je sais très bien que quand je suis absente c'est compliqué, etc. Et cet exemple-là, qui s'est donc traduit par un recrutement, etc., et qui donc a réussi, c'est-à-dire que quand notre collaboratrice est partie là en congé maternité, bah, effectivement, tout a été hyper fluide dans la boîte, elle est partie zéro stress, elle était heureuse de me dire, mais je suis contente parce que je sais que Margot, elle va être là, qu'elle va faire le boulot, parce que on est hyper ceci, on est hyper cela. Mais en fait, cet exemple-là, quasiment vous le multipliez par 30. C'est-à-dire que quel que soit ce que l'on fait dans l'entreprise, on veut toujours, toujours, toujours avoir de la résilience. Et parce qu'on sait, c'est même pas, je suis parti de la promesse pour illustrer ça, mais ça va plus loin que ça. C'est que ce dont je suis mais intimement convaincu, c'est qu'à partir du moment où les collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise, il y a un effet de bord immédiat sur la satisfaction client. C'est absolument évident que des gens qui se sentent bien dans l'entreprise vont travailler avec sens, vont travailler avec engagement, vont comprendre effectivement les différents enjeux de la boîte, leurs différents enjeux à eux, et forcément à la fin le client sera content. Donc quelque part c'est une vision qui est presque marketing en vérité, si on tire la pelote, parce qu'en fait c'est un calcul qui est gagnant-gagnant. Et donc, moi, ce en quoi je crois profondément, c'est que plus l'entreprise est robuste, quels que soient les niveaux, plus la croissance économique ou la croissance de l'entreprise est un effet de bord de cette robustesse. C'est-à-dire qu'en fait, on construit dans le temps quelque chose de solide. Certes, ça nous coûte de manière fiduciaire, parce que quand je vous dis qu'on met des postes, on fait de la résidence, c'est très très joli, mais à un moment donné, ça coûte extrêmement cher. Ah Par oui, contre, ce dont je suis convaincu, c'est que ça nous permet d'avoir une attrition de notre parc, c'est-à-dire un nombre de résiliations qui est proche de zéro, parce qu'en fait, les clients s'y retrouvent complètement. Et le calcul purement capitaliste, c'est que comme ils s'y retrouvent et que ça fonctionne bien, eh ben effectivement, s'ils travaillent avec nous sur de l'Internet ou de la téléphonie, ben ils vont nous dire à un moment donné, ah ben vous faites aussi de l'informatique, ben je vais la faire avec vous. Et en fait, ce qu'ils n'achètent, c'est pas de l'informatique. Ce qu'ils achètent, c'est une immédiat. C'est-à-dire qu'ils savent qu'une immédiat, l'humain. c'est une entreprise qui est humaine, que Mm. lorsqu'on va appeler, on va leur répondre, que Ouais. parfois on ne va pas savoir, que parfois ce sera compliqué, que parfois ça va être dur, mais qu'on va le Mhm. faire ensemble et ils savent qu'il y a une promesse et que cette promesse, de toute façon, on fera tout pour la respecter. Et ça ne veut pas dire que tous les jours c'est parfait, que tous les jours tout va bien, pas du tout. Mais il y a une sorte d'accord tacite qui fait qu'ils savent qu'on va travailler ensemble et qu'on va construire ensemble et donc, ben, ça fonctionne, quoi. Et je ne parle pas des effets de bord, de tout ce qui est bouche à oreille, notoriété positive, moment où moi je suis un homme de réseau, ben, quand je suis dans mes réseaux, j'ai aucun problème à y aller et y rencontrer plein de clients parce que je sais très bien que les clients jamais ne viendront me voir en me disant oh Philippe, c'est une catastrophe, j'ai encore eu tel problème ou tel problème, mais plutôt qu'à l'inverse, ils vont dire ah bah tu travailles pas avec une Unimeta, tu travailles pas avec Philippe, bah attends mais Philippe c'est super, ça fonctionne vachement bien, etc. Donc là c'est un cercle vertueux, mais qui effectivement coûte au départ. Je comprends. En fait, quand on écoute, déjà, on t'écoute déjà parler de les singularités de Unimédia, on s'aperçoit, qu'il y a beaucoup d'éléments, dont tu parles qui montrent que tu es dans la trajectoire, de l'EFC avec, toute cette compétence, cette confiance, cette expertise, cette pertinence reliée aux salariés, le fait d'écouter le terrain, d'avoir une écoute client, d'être, Oui. en coopération, on va y revenir et cetera. Donc on voit qu'en fait, ce sont vraiment des liens que tu as déposés qui sont en lien avec l'EFC et du coup, ce qui m'amène à l'autre question qui est de se dire: «Mais en fait, tu as quand même des enjeux auxquels tu as été confronté». Parce que comme tu dis, Oui, tout n'est pas rose. non. Alors, c'est quoi ces enjeux auxquels tu as été Alors, confronté il y qui en a t'ont dit qu'à un moment donné, tu as envie d'aller plus loin? ce qui fait qu'à un moment donné, je m'interroge, c'est en fait, ça faisait plusieurs années. Alors, euh, à titre personnel, autant Nicolas que moi, on a toujours été sensible au sujet écologique. Donc moi, je l'ai pris par Précis. l'enjeu qui m'a le plus gêné à un moment donné, c'est ce truc-là. Et en fait, on essayait de faire d'avoir du bon sens chez nous, de faire
des tas de choses, je sais pas, d'avoir des cafetières avec cafetières à grains plutôt que des bêtises, quoi. Essayer de mettre des véhicules électriques, enfin, voilà, faire des trucs comme ça. Et j'avais une sorte de, de stress de me rendre compte que j'étais finalement la cheville ouvrière de, de vente, de cycle de vente qui, qui m'agaçait profondément. C'est-à-dire que je suis dans un domaine où on est quand même dans une dépendance technique et commerciale à de grands acteurs internationaux, essentiellement américains, sur des produits essentiellement fabriqués en Asie. Et il y a aujourd'hui dans mon domaine une sorte d'entretien de l'obsolescence programmée sous couvert de sécurité informatique qui m'agace profondément et face à laquelle j'avais l'impression d'être quelque part, pas esclave, mais c'est ça, Dépendant. enfin, ouais, acteur en tout cas, partie prenante d'un modèle qui me dérangeait. Nous, chez Unimedia, par exemple, ça fait, on est en 2025, quasiment 10 ans que tous les équipements, notamment téléphones et autres, sont des équipements reconditionnés. C'est-à-dire que ça ne nous viendrait même pas à l'idée de nous dire on va prendre un iPhone ou un Samsung ou je sais pas quoi neuf pour équiper nos techniciens, etc. On a toujours mis du reconditionné. Et par contre, de me retrouver à des moments dans l'obligation de changer des équipements chez des clients parce que j'ai un éditeur que je défends au quotidien ou un fournisseur, un équipementier, pardon, que je défends au quotidien, mais qui me dit non, cet ordinateur qui a 5, 6 ou 7 ans, qui est parfaitement fonctionnel, il faut le changer parce que bientôt, il n'y a plus de mise à jour parce qu'en termes de sécurité, ça m'insupporte. Et ça, c'est un constat, mais c'est toujours le cas. En 2020, en mai 2025, j'ai toujours ce problème-là. Et donc, il y a à la fois cette problématique-là qui me gêne, à la fois la dépendance haussière, c'est-à-dire que on est face à des acteurs, je vais prendre l'exemple de Microsoft qui est le plus beau et que je défends tous les jours. Chez mes clients, je défends Microsoft parce que la suite logicielle Microsoft, elle est très performante, elle apporte plein de choses, ça fonctionne très bien. Plein de raisons, c'est très bien. Mais sauf qu'aujourd'hui, autant mes clients que moi, Unimedia, on est dépendant d'un acteur qui va nous dire demain, bon, bah, finalement, le prix de vente de la licence Tartampion, c'est plus 2,80 € par mois, mais c'est 3,50 €. Et puis, c'est comme ça, quoi. Et puis, ce sera dans 2 mois. Et puis, un an après, bon, finalement, c'est plus 3,50 €, c'est 4 €. Et puis, et donc, en fait, on se retrouve dans une sorte de fuite en avant qui fait que ça, je le duplique moi, j'ai entre 40 et 60 fournisseurs, éditeurs ou fabricants différents qui, tous les mois, mettent à jour leur catalogue, évidemment, toujours à la hausse, avec parfois même moins de services, avec des obligations de changement chez les clients. Et donc, on se retrouve à revenir chez les clients. Et vous voyez, je parlais tout à l'heure d'honnêteté et de promesses. Quand je me retrouve à vendre à un client une solution de téléphonie en lui disant qu'elle va lui coûter, je vous dis n'importe quoi, 10 000 € par an, et que finalement j'arrive au bout d'un an, je dis, bah, en fait, c'est plus 10 000 €, c'est 11 000, parce que mon fournisseur américain, il a décidé que c'était comme ça et pas autrement. Oui. Et que le client me dit, mais pourquoi? Puis que j'ai énormément de mal à lui justifier pourquoi, parce qu'il n'y a pas eu tout à fait de révolution dans ce qui est vendu et qu'on a du mal à l'expliquer. Là, on est partie prenante de ça. Et donc, on est dans un incontrôle d'un ensemble de choses qu'on vend sur notre chaîne de valeur. Et qui, Donc en ça, plus, crée de la nuisance environnementale parce que un PC, c'est je sais plus combien de centaines de kilos à chaque fois d'émissions c'est une catastrophe économique, des data centers qui polluent plus que jamais, et pour des choses dont il n'y a pas besoin. Parce qu'en fait, un ordinateur type tel que celui que j'ai sur mon tréteau, en fait, il fonctionne très bien, il va bien fonctionner pendant 10 ans. Il n'y a pas d'obligation au bout de 10 ans de le changer. Parce que l'impact, c'est quoi? C'est de remplir des Word, des Excel, d'envoyer des mails, d'en recevoir, de faire éventuellement une visio avec une petite caméra. Il n'y a rien là-dedans. Enfin, il n'y a pas de. Les technologies hyper normalisées qu'on sait faire fonctionner pendant 15 ans. Moi, j'ai un MacBook qui est de 2012 à titre personnel que j'utilise toujours pour faire de la musique et de la vidéo. Il fonctionne toujours très bien pour le coup. Il se met plus à jour depuis 3 ou 4 ans. Mais par contre, pour faire ce que je fais, il n'y a aucun problème. il Ça remplit le marche. job. Enfin, Ouais, je il fait le comprends. job. On a Ça une m'a gonflé. Et juste pour dire, excuse-moi, Elodie,
C'est Non, non, que, en vas-y. fait, moi, j'avais une image biaisée qui était de me dire, pour faire évoluer mon modèle, ça passe forcément par des choses très lourdes, que sont des bilans carbone, etc., avec des scopes 1, des scopes 2, des scopes 3, des machins. Mais en fait, je me disais, mais j'ai l'impression j'avais une sorte de vision qui était de dire, bah, en gros, si je veux changer mon modèle, il faut que je mette des véhicules électriques, sauf que j'entendais des gens qui me disent, en fait, mettre des véhicules électriques, c'est une connerie, parce que, bah, machin, et puis je dis, bah, faut que je change dans mes data centers, et puis en fait, les data centers, et en fait, vous savez plus, voilà. Mmh. Et donc, je Alors me juste, demandais s'il y avait des voies alternatives, mais je savais pas du tout ce qui existait. Ouais. Avant d'y aller, on a une question, je crois. Oui, pardon. oui, Pas de souci. une question de Benoît, du coup, sur la relation. Alors, Benoît, je vais te laisser poser ta question si tu veux bien. Avec plaisir. Bonjour Benoît. Bonjour Philippe, bonjour à tous. En fait, je me pose la question, est-ce que ça veut dire que c'est un, alors, sans parler d'échec ou de réussite, mais est-ce que pour la relation client, le job est fait, on est installé, etc. Par contre, sur la relation fournisseur, euh, ça ne marche pas parce qu'en fait, d'un côté, vous prenez en compte chez Nimedia le client, ses contraintes, Oui, etc. Et à l'inverse, vous ne trouvez pas de fournisseurs, ou très peu, je sais pas, c'est une question, oui, oui. qui prennent en compte vous, c'est-à-dire leurs clients, au point de, eux, être transparents, de s'engager sur des tarifs, d'avoir une relation de service, etc. Eh bien, c'est une très bonne question. En fait, ça dépend desquels. Ça dépend lesquels. Les prestataires américains tels que Nutanix, alors Nutanix c'est peut-être le plus mauvais exemple parce que écologiquement c'est une très bonne marque, mais Microsoft, Dell, Lenovo, Ruckus, voilà, tout un tas d'acteurs comme ça, matériels essentiellement, Ouais. Cisco, etc. Euh, Nous, on est rien du tout, hein. Mais quand je dis rien du tout vis-à-vis d'eux, on est une poussière, hein. Donc, ils s'en foutent complètement. Donc, ce qu'on a, nous, essayé de commencer à faire, c'est de trouver des acteurs locaux, enfin, les plus locaux possibles, pour Mm. essayer d'avoir une relation de. Mais je peux vous dire que le piège dans lequel nous sommes, et là, pour le coup, c'est l'actualité européenne et trumpiste de tout ce qu'on veut, c'est les barrières douanières et tout ce qu'on a envie de. C'est qu'aujourd'hui, des acteurs européens, notamment dans ces marchés-là, Ouais. c'est une poussière également, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus rien en fait. Donc il y a un acteur, là en l'occurrence qu'on a référencé, qui s'appelle Terra, qui est une marque allemande, mais à part Terra, C'est compliqué. c'est Dans votre secteur, compliqué. c'est très compliqué. La Ok. concurrence de Microsoft, c'est compliqué. Ouais. Et en face, on a des clients aujourd'hui qui ont des attendus de performance pour le coup, la leur. Là, Mm. je ne parle pas de celle d'Unimedia, je parle de leur performance à eux. Zoom qu'on utilise aujourd'hui n'est pas une marque ni française, ni je crois même européenne. Je crois que Zoom, c'est américain en l'occurrence, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. On pourrait se dire, vous voyez, je donnais l'exemple, j'ai adoré cet exemple, je disais ça à ma compagne ce matin. Moi, je cours tous les jours, sauf le samedi dimanche. Et là, j'ai besoin de m'acheter des lunettes pour aller courir. Et il se trouve que hier, en allant courir, je suis passé par le centre-ville et je suis passé devant un lunetier. Et je suis rentré, je dis, tiens, est-ce que vous faites la marque Jules Beau? Parce que Jules Beau, c'est une marque française qui fabrique au Jura, qui fabrique dans le Jura. Et je dis, bah, est-ce que, et j'avais identifié que ce lunetier devait faire du Jules Beau. Et il me dit, bah, on a une marque, enfin, on a deux modèles, quoi. Puis elle me montre les modèles qui correspondaient pas du tout à ce que je cherchais. Et elle avait d'autres modèles d'une autre marque, Mézé, je crois, un truc comme ça. Et ma première question, mais vraiment sans caricature, hein, je dis, est-ce que c'est une marque française? Elle me dit, je ne sais pas. Donc elle va se renseigner dans l'arrière-boutique, elle revient, elle me dit, oui, c'est une marque française. Je lui dis, c'est fabriqué où? Je ne sais pas. Elle repart, elle vient, elle me dit, je ne sais pas, on n'a pas l'info, je ne sais pas où c'est fabriqué. Et ça, je trouve ça passionnant en fait, parce que ça dit tout du monde dans lequel on est. Parce qu'en fait, nous, c'est ce qu'on recherche. Moi, ce que je dis à mes équipes, c'est qu'on doit au maximum savoir, en fait, et ne serait-ce même que commercialement, pour avoir un récit qui soit cohérent. Mhm. On travaille avec la marque EZ, qui est une marque d'antivirus, qui existe depuis 30 ans, qui est une marque slovaque, donc européenne, etc. Voilà ce que ça dit, voilà ce que ça raconte. Et qu'effectivement, nous, qu'est-ce qu'on fait effectivement depuis des années? C'est on essaye de ressourcer le plus local possible en disant aux clients, alors c'est le sujet d'après, je suis désolé, j'emprunte un peu, mais en fait de dire aux clients, on peut en premier lieu vous proposer un équipement, c'est même pas reconditionné, c'est en premier lieu, on peut voir dans votre parc
ce qu'on peut prendre et ce qu'on peut garder et ne pas remplacer. Ça, c'est la première idée. La deuxième, c'est de se dire, on peut mettre une marque la plus proche de nous, la plus européenne. Alors, pardon, mettre une marque, un produit reconditionné. Si c'est pas du reconditionné, on va partir sur du neuf. Si on part sur du neuf, on essaie d'aller le plus près de nous. Et si vraiment on n'a pas le choix, ben là, on va aller taper chez les Américains. Donc, on inverse un peu le. Ouais, Je suis ok. désolé, Non, mais je me disperse. tu commences à répondre Ok. aux premières pistes. Mais donc c'est hyper effectivement, il y intéressant. a des fournisseurs chez qui il y a cette démarche-là et chez qui on a cette co-construction, clairement, il y en a. Faut pas noircir le truc, il y en a de plus en plus. Mais ça passe surtout par nous, en fait. C'est-à-dire que nous, on doit dire à ces fournisseurs les attentes de nos clients et de leur dire à un moment donné, si vous ne vous mettez pas en mouvement pour Il y en aura remplacer d'autres qui le les feront. règles du jeu, d'autres le feront Ouais, et nous, bien on sûr. va aller travailler avec les autres. Et c'est effectivement l'emballement, parce qu'on est quand même de plus en plus d'entreprises dans l'IT à réfléchir comme ça. Unimédia n'est pas un cas isolé. Et effectivement, c'est l'empilement, l'agglomération, j'ai pas raison de dire le conglomérat, je pense que c'est un mot très riche, mais c'est l'accumulation qui fera que ça fera bouger les fournisseurs. Ouais. Mais on va pas se mentir, aujourd'hui, on est loin. Ok, On va merci. avancer un petit peu parce que je vois Pardon. l'horaire qui tourne très rapidement. Oui. Non, c'est passionnant parce qu'en fait, tu as abordé des choses qu'on devait voir, donc c'est impeccable. Tu rencontres Angers Technopole et la CCI, tu décides d'intégrer le programme EFC en 2024. On prendra les autres questions au fil de l'eau, il n'y a pas de souci. Tu as commencé à parler, quand Benoît t'a posé cette question, des premières pistes en fait explorées et qui sont ressorties suite à ce parcours mixé à tes apprentissages. Donc là, Oui. vas-y, explique-nous. Il y a d'autres questions et d'autres observations. Alors, je vais donner l'exemple qui m'est le plus frais d'hier soir. Ah. En fait, c'est vraiment marrant parce que je te l'avais dit, Evelyne, la dernière fois, mais c'est à quel point mon cerveau a switché sur la partie sur laquelle je le dis en toute transparence, sur laquelle on était un peu déçus. C'est marrant parce que, en fait, dans EFC, il y a coopération et la coopération a été vraiment la dernière brique dans le programme émergence. Et mon retour et celui de quelques autres participants, c'était de dire c'est dommage, c'est arrivé trop tard. Parce qu'en fait, c'est vraiment passionnant dans le programme. Et pour le coup, pour moi, c'est le levier qu'on peut le plus vite activer, en fait. Je te rassure, maintenant, c'est le J2. OK. Et je trouve que la coopération, c'est le plus facile à mettre en place, entre guillemets, et qui a immédiatement de l'impact. Alors, je vais expliquer la démarche. Aujourd'hui, ce que j'ai de plus en plus intégré avec mes clients, notamment dans la cible entre 10 et 500 collaborateurs, c'est de travailler en coopération avec eux sur l'écriture des contrats, là où le contrat s'arrête, là où il se termine, mais également à un autre niveau qui est l'éducation client, l'apprentissage au client. Alors, je vais vous expliquer exactement comment ça s'est traduit hier soir. Hier soir, j'ai eu la chance d'aller dîner avec un de mes plus gros clients. Ils sont 800 collaborateurs, c'est une entreprise nationale, il y a à peu près 70 ou 80 agences de mémoire. On les accompagne sur Internet aujourd'hui, sur la sécurité réseau, sur le Wi-Fi, mais partiellement sur la téléphonie IP, mais pas sur tout le territoire. Donc là, ils ont fait un appel d'offres pour équiper en téléphonie l'ensemble des agences et les 800 utilisateurs. Et à un moment, dans la discussion avec le client, je l'interpelle sur le problème qu'il va rencontrer d'appropriation par les utilisateurs de l'outil. Je lui dis que tu nous choisisses nous ou que tu choisisses notre confrère, tu vas avoir forcément une problématique d'utilisation vu le nombre d'utilisateurs et vu l'hétérogénéité de ton parc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il concatène les 800, en fait, c'est en vérité suite à plusieurs rachats. Donc, c'est plusieurs environnements de téléphonie différents qu'il va mettre dans un même système. Et je lui dis donc chaque utilisateur ne va pas partir du même endroit, va arriver au même endroit, pour le coup au même outil, mais ne va pas partir du même endroit. Et je lui dis, je crois que ce que nous on peut te proposer, c'est ce qu'on te propose, plus que ce qu'on peut te proposer, ce qu'on te propose, c'est d'organiser chaque semaine ou toutes les 2 semaines des webinaires d'1 heure avec notre spécialiste en téléphonie, Lilian, qui est le meilleur vraiment sur ce sujet-là, et de dire, on va former en fait par groupe à distance, puisque les gens sont toute la France, comme on est en train de le faire là, va former dans un premier temps
1 heure, dire voilà l'outil, comment ça fonctionne, etc. Est-ce que vous avez des premières questions? Ensuite, pendant 2 semaines, les collaborateurs vont utiliser l'outil. 2 semaines après, on refait un webinaire, telle heure, c'est sanctuarisé, tel endroit. Et puis, tu vas accueillir leurs demandes, leurs questions. Bah alors, excusez-moi, alors mes petits chatons, ces 2 dernières semaines, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez apprécié l'outil? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bien fonctionné, pas fonctionné? Ben oui, alors Gérard, de l'agence du Nord-Pas-de-Calais, il a vécu ça, donc voilà comment on a résolu le problème, etc. Et donc de l'éducation, de l'apprentissage. Et puis 2 semaines après, on pourra le refaire jusqu'à ce qu'on ait véritablement écrémé au sein d'un groupe les compétences majeures, essentielles pour bien utiliser l'outil. Alors ça, c'est Et intéressant parce que, pardon, oui, non, vas-y. vas-y. Non. Et donc, il me dit, OK, mais combien ça va me coûter ça? Et je lui dis, mais ça va rien te coûter du tout, en fait. Et on va faire le nombre d'heures que tu auras envie qu'on fasse. Parce que moi, j'ai tout à gagner à faire ça. Je préfère 100 fois dire, on sanctuarise des temps avec un programme qu'on préécrit, on travaille avec ses collaborateurs directement pour les former, les acculturer pendant 20, 30, 40 heures s'il le faut sur une première année de travail. On ne va pas non plus faire n'importe quoi, mais enfin de le faire raisonnablement et de le structurer, plutôt que de ne pas le faire ou de le faire insuffisamment, et derrière d'avoir potentiellement 800 utilisateurs qui ne vont pas bien prendre en compte la solution, qui ne vont pas bien l'utiliser, qui vont du coup saturer notre support, qui vont du coup, toi en interne, te dire tous les 4 matins que la solution elle est pourrie, non pas parce qu'elle est pourrie, mais simplement parce qu'ils ne savent pas l'utiliser, et donc d'avoir en plus du mal-être dans ta boîte, parce qu'on sait que la téléphonie dans ton domaine, ils l'utilisent absolument tout le temps, donc ça va créer de la gêne, et en plus, mes techniciens en auront ras-le-bol de gérer de la bobologie à 2 balles tous les jours, alors qu'eux estiment qu'au bout d'un moment, chez Unimedia, on est des experts, on est plus beau, on est les meilleurs, on n'a pas envie de gérer tous les jours des clics droits sur des Bluetooth pour essayer de reconnecter un casque. Et donc, en fait, on perd du temps au départ, on a ce sentiment de perdre du temps, alors qu'en vérité, on en gagne énormément. Et c'est quoi derrière l'effet bonus, c'est là qui est purement UFC pour le coup, c'est de dire quoi? C'est de dire, moi, je te fais un contrat de service qui va coûter X milliers d'euros par an. Si, en termes de sollicitation de mon support, tu es en dessous de temps d'attendu, c'est-à-dire que si tu sollicites, parce que nous, on a tout dans notre ERP, le nombre de tickets, le temps passé, etc. Si, au niveau de notre support, tu es en dessous de temps d'utilisation de notre support, eh bien, 1 an après, je baisserai ton contrat de service de 10, 20 ou 30%. Je baisserai le montant. Même si je t'engage sur 3, 4 ou 5 ans, je m'engage à baisser si ton nombre de tickets est faible. Et Ce qui est là, hyper... je gagne Ouais. sur tous les niveaux parce que ça m'évite de recruter, parce que moi, j'ai une fuite en avant sur les recrutements, j'ai une fuite en avant sur ma rentabilité. Et donc, en fait, je co-construis avec le client par sa culture et surtout, je positionne mes techniciens comme étant intervenants la majorité du temps sur de véritables problèmes, sur de véritables expertises. Et ils ne sont pas tous les jours en train de saturer mon service technique de demandes qui sont complètement banales, quoi. Mmh. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand on s'est vu, tu étais il y a cela 1 mois à peu près, c'était la piste, en fait, que tu voulais pas activer forcément tout de suite parce que tu la voyais pas encore. Et là, Oui, on en parle aujourd'hui, ça date de hier soir, tu es parti dessus parce que oui. c'est le bon moment. C'est vraiment, Mais parce que c'est hyper différenciant, en fait. tout à fait. Et puis que c'est Hyper opportun et que différenciant. c'était Et oui, qu'à la fin, on fera tout ça en vrai. ouais. On fera tout ça. Et qu'en fait, c'était aussi, là, enfin, ce que tu allais dire, ce qu'on a dit tout à l'heure, et après on va peut-être passer aux Mmh. questions, mais de dire que c'est aussi un des apprentissages que tu avais fait des externalités, en fait, Oui, négatives, donc des effets non intentionnels générés par l'activité positive ou négative, interne ou externe, que là, tu es aussi en train de traiter par rapport au stress que l'activité, en oui, fait, elle génère et les besoins d'apprentissage et d'éducation en fait, que les clients, peuvent avoir, oui. également. En fait, ce qu'on réalise, c'est quoi? C'est que on a tous sur nos bureaux des ordinateurs qui permettent de faire des choses incroyables, mais dont on ignore à peu près 95% des possibilités, en fait. Quand on arrive chez un client, on a eu le cas encore hier ou avant-hier, on se rend compte que le client paye à plusieurs endroits le même service. Mais en fait, il l'ignore. Et ça, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, on empile des usages, on empile des outils pour des usages que les gens n'utilisent pas
parce que simplement, ils ne savent pas qu'ils peuvent le faire, parce qu'ils n'ont pas été informés, voire formés pour savoir le faire. Moi, je pars du principe que, oui, moi, je suis musicien. J'ai un piano, c'est un sujet d'ailleurs sur la pollution, hein, la musique. C'est un autre sujet. Bon. J'ai des loopers, j'ai des équipements, des logiciels, etc. Et mon combat, et c'est vraiment un truc que j'ai appris il y a très longtemps sur les forums de musiciens, c'était avant d'acheter du matériel, interrogez-vous à 200% sur est-ce que vous n'avez pas déjà la possibilité de faire ces choses-là avec des équipements que vous avez déjà. Est-ce que vous avez lu vos notices? Est-ce que vous comprenez véritablement vos équipements? Est-ce que vous n'avez pas trois outils différents pour avoir une reverb sur une guitare? Et est-ce que finalement, le fait d'avoir le cumul d'outils, ça ne vous dessert pas? Si vous avez sur un PC deux antivirus de deux marques différentes, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Donc, ça va me coûter cher, ça va consommer de l'énergie et en plus, ça va être contre-productif. Ok. Donc, l'idée, je ne sais plus quelle était ta question. Eh ben, en fait, j'avais fait une synthèse de tes enseignements, en fait. Oui, c'est ça, le stress. Et donc, en vrai, je trouve que c'est hyper frustrant d'avoir des outils qu'on ne sait pas utiliser. Et c'est hyper frustrant d'avoir des commerciaux en face de toi qui te disent que tu dois changer des équipements ou changer des technologies sans comprendre pourquoi. Et en vérité, on ne va pas faire de nos clients des experts, c'est pas le but, mais on ne doit pas non plus en faire des enfants. En fait, on doit avoir un entre-deux véritable sur quels sont les enjeux quand on change un PC pour rien. Qu'est-ce que ça coûte à la planète au-delà de qu'est-ce que ça coûte à votre portefeuille? Et qu'est-ce qu'on va faire en fait des PC qu'on va récupérer? Quelle est l'histoire de ces choses-là? Quel est le récit dans lequel on s'embarque en fait? De devoir être dans un monde où on a des casques, on a trois casques sur son bureau et en fait on ne sait pas qu'on peut en utiliser qu'un seul parce que simplement on n'est pas assez technique pour comprendre que mais non en fait avec deux réglages ton casque il peut servir à ton téléphone, il peut servir à ton ordinateur, il peut servir quand tu fais du zoom, il peut te servir à écouter de la musique mais il peut aussi te servir à aller faire du sport, voilà. Ok. On va prendre, si tu veux bien, Philippe, parce que l'heure tourne vraiment beaucoup et on a encore quelques petits éléments à explorer, si tu veux bien. Donc, Élodie, je te passe la parole. Oui, alors je vais remonter juste sur une question avant de passer la parole à tout le monde et je vais demander à Céline, en fait, tu avais posé une question sur le questionnement des usages fins chez les utilisateurs. Si tu veux bien prendre la parole et revenir sur ce point. Sinon, si tu n'es Tu la plus là. poses pour elle, ouais. Sinon, tu la poses Ouais. pour elle, Élodie, ouais. J'ai Et trop du parlé. coup, la question était comment en fait vous travaillez le questionnement des usages fins chez les utilisateurs de vos clients? C'est-à-dire comment on étudie leur singularité, leur façon à eux spécifique de Ouais, travailler? oui, est-ce que tu vas en fait sur des réponses un peu, alors elle dit en fait, est-ce que tu vas sur des réponses un peu haute couture? Comment vous mettez ça en place? Alors, nous, si la question sous-jacente, c'est le sur-mesure, c'est l'essence même de notre activité. Je ne sais pas si c'est ça. Mais quand je parlais tout à l'heure de robustesse et de polyvalence, l'essence même de notre... c'est marrant, j'aurais dû le dire tout à l'heure dans les singularités. Parmi nos premières baselines, c'était ça, quoi. C'était le sur-mesure et on a un énorme travail chez nous de découverte des besoins, des attendus du client en termes d'impact, mais également des cahiers des charges techniques. C'est absolument énorme dans le métier. Pour justement éviter ce que je disais tout à l'heure, la duplication d'outils, et puis les problèmes techniques, de sécurité, pardon. Le problème de sécurité aujourd'hui, c'est quand même un truc de dingue. Voilà. Donc, effectivement, on a un énorme travail là-dessus, et puis ensuite de conseils pour satisfaire à ces Donc, c'est demandes. une posture que vous avez depuis longtemps par Ah oui, rapport oui, à oui. l'écoute des clients. Oui, Ok. oui techniquement, après j'aurais envie de dire que c'est chez le cas dans beaucoup de mes confrères, chez beaucoup de mes confrères. On n'est pas les seuls là-dessus. Je pense que si on ne fait pas ça, en fait, on n'a plus de raison d'exister et les clients vont acheter sur Internet, sur Amazon, leur PC et leur Switch, quoi. Globalement, on est tous à peu près comme ça, quoi.
Je vois l'heure qui tourne et il y aura d'autres questions. Et est-ce que je vais te demander un travail qui va être compliqué pour toi, Philippe. Oui. Est-ce que tu peux me résumer toutes les pistes? Tu en as déjà parlé d'une là qu'on a appris, donc Oui. qui date un peu d'hier là, qui est super. Et par rapport au parcours, à tout ce que tu avais déjà, on a bien Ouais. un terreau très, très fertile. Là, Oui. c'est quoi les pistes concrètes sur la Oui. trajectoire de l'EFC? Est-ce que tu peux nous faire un petit Oui, travail oui, oui. de synthèse? Parce qu'il y a Euh, encore des petites questions. Ouais, l'une des plus grosses pistes qui a déjà été activée, alors qui était déjà existante, mais qu'on a amplifiée, c'est on avait créé chez nous il y a une dizaine d'années des packs services. Donc, comment j'avais créé ça il y a 10 ans? Ça, c'est très EFC ce que je vais dire, c'est pour ça que je me permets de prendre une vieille référence. C'était, moi, j'avais été surpris quand je suis arrivé chez Unimedia de voir qu'on vendait des modems aux clients. Pour l'époque du cuivre, hein. C'était un modem, ça coûtait à peu près 50 euros et ça permettait d'avoir de l'ADSL, etc. Et à chaque fois qu'il y avait des orages dans le département, le lendemain, on avait 3-4 appels clients pour des modems qui avaient cramé. Et je voyais mes techniciens qui faisaient des devis pour dire coucou, bah, si vous voulez remplacer votre modem, ça coûte 40 euros. Ah bon, mais comment ça se fait? C'est pas dans le contrat, je comprends pas. Ben non, il faut voir avec votre assureur parce que c'est un incident électrique et blablabla. Et puis ça durait des plombs. Et puis on avait des clients qui n'étaient pas spécialement contents. Et voilà. Et je trouvais ça un peu ubuesque en fait de vendre des modems pour vendre un service finalement. Parce que le service, c'était avoir Internet. Le client n'a rien à foutre d'avoir un modem. Ce qu'il veut, c'est qu'il y ait Internet et que ça fonctionne. Et donc, à l'époque, j'avais dit, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer au client un contrat à 2 euros par mois. Dans les 2 euros par mois, il y a la mise à disposition d'un modem, il y a l'accès à notre support technique et il y a le remplacement du modem s'il est cassé sous 4 heures. Et en fait, ce truc-là, mes techniciens à la base, le biais qu'ils ont eu, c'était de dire mais non, mais jamais les clients voudront payer 2 ou 3 balles par mois sur un truc qui coûte 40 balles, c'est pas possible. Et moi, je leur dis, mais je suis convaincu que si. Et en fait, ça a fonctionné tout de suite. Et vraiment, vraiment, je le dis avec une grande sincérité, je pense qu'on a dû avoir peut-être, allez, 3, 4 ou 5 clients qui nous ont dit qu'ils trouvaient ça ubuesque ou du moins qu'ils n'en avaient pas envie et qui préféraient acheter le modem. Et donc, en fait, on l'a fait sur le modem. Donc, on s'est dit, bah, ça fonctionne bien, on va le faire sur le routeur. Donc, après, on va dire, bah, on va le faire sur la borne Wi-Fi. Et donc, en fait, on l'a fait sur le switch. Et donc, on l'a fait sur énormément de produits. Et moi, aujourd'hui, dans mon parc client, j'ai des clients qui ont des switches, des bornes Wi-Fi, des modems depuis 10 ans et qui fonctionnent très bien. Et au moment où on dit qu'ils ont une panne, ben en fait, on reprend le modem. Des fois, on peut le réparer. Alors, le modem, pas un bon exemple. Mais on va reprendre le switch ou le routeur, et puis parfois, on peut le réparer. Mais en attendant, on met un autre routeur, un autre modem, qui est parfois lui aussi un équipement de seconde main. Et le client n'a rien à faire de savoir que son switch ou de sa borne, il est Et c'est pas marqué dans le contrat que c'est un équipement neuf. Et c'est pas grave, en fait. Et on l'assume totalement, on leur ment pas. On dit, ce qu'on vous vend, c'est l'usage. C'est pas le modem. Qu'est-ce que vous en C'est ce que avez à dit faire du Manon, modem? effectivement, l'économie de la fonctionnalité et d'usage, oui, Voilà, effectivement. et c'est hyper rentable. On va pas se mentir, c'est Ouais. hyper rentable. C'est à la fois efficace, rentable, bon pour la planète, tout est OK. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, et c'est là où le FC nous aide, c'est qu'on essaye en fait de partir de ce principe-là que nous avions mis en place sur des produits avec des contrats en dessous de 10 euros. Sauf qu'aujourd'hui, quand on parle de PC, de serveurs, etc., ben là, c'est plus compliqué. Parce que là, en fait, la dimension économique est beaucoup plus importante. Et donc, on se retrouve avec des difficultés à financer ce modèle-là quand on est sur des équipements au-delà de 1 000 euros ou 2 000 euros qui font que nous, Unimédia, pour le coup, on n'a pas la trésorerie suffisante pour être en avance. Si un client nous dit, moi, j'ai besoin de 30 PC et je veux avoir mes PC à 30 euros par mois, ben, le seul modèle qu'on peut activer aujourd'hui, c'est la location. Sauf que la location, c'est pas de la mise à disposition, c'est de la location, c'est un produit financier. Donc, c'est pas du tout un produit de service, c'est pas du tout un produit serviciel. Et donc aujourd'hui, on est en négociation avec nos 2 banques, qui sont Banque Populaire et Crédit Agricole. Et quand on leur explique ça, je vous assure que c'est vrai, ils nous regardent avec des yeux, nous disent, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Et nous, si le mec, il veut un truc à 30 balles par mois, ben, il fait un contrat de location. On va pas vous aider à... Et on a besoin d'aide là-dessus. Oui, je comprends. Est-ce que tu es d'accord pour prendre des questions qui vont peut-être certainement répondre et compléter les pistes d'exploration, en fait, oui, avec plaisir. ou concrètes qui sont dans la trajectoire EFC? Élodie, je te laisse la parole si tu veux. Oui, alors du coup, excusez-moi, je pensais que tout à l'heure, on passait aux questions, donc je m'excuse d'avoir coupé. Je vais revenir sur la dernière question qui a été posée de Anna Machfer, si vous voulez bien prendre la parole, et poser votre question.
Sinon, tu Alors, la poses, Élodie. OK. Anna demandait en fait quel est le pourcentage d'entreprises en France qui s'est lancé dans une démarche EFC. Donc là, je ne sais pas si Philippe, tu vas pouvoir Alors, je le sais répondre à précisément. ça. Je crois que c'est 122. C'est Je le crois aussi, chiffrage je que crois j'ai qu'on que j'ai on mentir est à là. fond. J'ai 122. Enfin, peut-être 123, je pense. Non, je sais pas. Du Il y coup, avait non, beaucoup je de vais remarques aussi, laisser, ouais. si voilà, il y a beaucoup de remarques. Si quelqu'un a une question, plus précise en fait, et souhaite prendre la parole, je l'invite à le faire. Ou on continue sur, Sinon, on va continuer, ouais. Il y a pas de Oui. questions? Il me semble qu'Anna essaie tout de même de préciser sa question, mais je sais pas pourquoi on l'entend pas. Ah, Alors, Et on peut peut-être effectivement expliquer aussi rapidement pourquoi c'est plus compliqué que ça de répondre à cette question. Je sais. Voilà. Mais, En fait, il n'y a pas la réponse à cette question non. aujourd'hui, parce qu'il y a celle qu'on connaît et il y en a d'autres qui sont dans des démarches très proches de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et sans vraiment mettre ces mots-là dessus. Donc aujourd'hui, c'est pas une donnée disponible et facilement accessible, en fait, pour être très honnête. Moi, j'avais juste un sujet, justement, comme tu disais, est-ce qu'on a des remarques? Je trouve que Philippe, là, il met le point, là, dans sa dernière intervention, pardon, sur le sujet de la monétisation d'une offre servicielle innovante, teintée responsable, qui reste encore un gros enjeu dans beaucoup d'entreprises qui veulent faire autrement ouais, dans l'économie, et aussi sur le sujet de la contractualisation, c'est-à-dire comment on associe monétisation, contractualisation, et qu'on casse un peu l'idée des contrats où on fait des contrats où on prévoit tout ce qui va se passer s'il y a un problème, et qui est plutôt une contractualisation, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour qu'il n'y en ait pas et Mm, que ça fonctionne et qu'on soit gagnants tous les deux, exactement. et que ce gain, cette valeur qu'on va créer en travaillant différemment, et ben finalement on va la partager, etc. Et c'est vrai qu'on a en face de nous des acteurs de la finance, mais pas que, hein, des Mm, comptables, des assureurs, etc., qui ont un décalage par rapport à ça, qui ne sont pas du tout encore dans ces réflexions, ces modèles-là, et où on a encore un travail assez conséquent pour les embarquer, pour justement que des entreprises comme Unimédia puissent trouver une écoute une solution. d'acteurs support qui Ouais. comprennent ce qui se passe et qui jouent leur rôle, en fait. Mmh. Et en mm, fait, bah voilà, des entreprises qui sont dans des modèles très différents n'ont pas autour d'elles systématiquement des acteurs supports en capacité de les soutenir, parce qu'il y a un décalage de compréhension, de perception, de connaissance, qui est encore un gros travail d'éducation à faire. Mais je trouve que c'est un point qui est c'est très, ça. très important aujourd'hui, où on voit que beaucoup d'entreprises qui sont dans des modèles un peu différents comme ça, c'est là où ça commence à bloquer très, très fort. Cette notion de monétisation, de contractualisation et d'appui des acteurs Oui. classiques, finance, Mm, assurantiels Mmh. et comptables Les aussi. banques aussi, mm. ouais. On est à 1 minute de la synthèse que Élodie va opérer. Est-ce que, Philippe, tu souhaites, ajouter quelque chose, très rapidement avant pour si on veut rendre l'antenne à Moi, quelqu'un? ce que je veux dire, c'est parce qu'il y aurait effectivement, on pourrait en parler Oui, des heures. Ce qui m'a c'est vrai. semblé le plus intéressant dans la démarche EFC, c'est vraiment cette ouverture d'esprit Mmh. sur les externalités et Oui, ce qu'on génère, l'impact en fait. ouais, C'est un mot que Elodie et Magali répétaient beaucoup au début et qu'on avait du mal à comprendre. véritablement comprendre. En fait, en comprendre tout ce qu'il y avait derrière. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant parce qu'effectivement, quand on travaille sur son entreprise, sur vraiment dans sa globalité, on se rend compte qu'on a beaucoup d'angles morts. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et qu'on ignore en fait. On ne se pose pas la question. L'externalité de l'angoisse et du stress qu'on évoquait tout à l'heure, elle est à la fois évidente et à la fois presque romantique, enfin, de dire bah oui, la technologie, stress, angoisse, oui, ok, c'est vrai. Mais en vérité, oui, c'est vrai, mais c'est profondément vrai. Et donc, en fait, comment on peut pallier à ça? Et en fait, on peut y pallier. Et quand on pallie à ça par de la formation et de l'accompagnement, on est sur de la prestation qui n'est pas une prestation qui vient de Chine, d'Amérique, avec des conséquences. Non, c'est de la prestation locale, facile à activer, valorisante pour les collaborateurs, valorisante pour le client qui a l'impression de comprendre ce qu'il fait. Donc, en fait, on n'est que sur des leviers positifs. Et donc, en vrai, ce qui paraît au départ une externalité mineure est en vérité un énorme levier de croissance pour l'entreprise et C'est donc de vrai. différenciation. Et Ouais, donc, tout c'est à ça que fait. j'ai beaucoup apprécié, c'est d'aller chercher dans Ouais, ces angles morts des sources de ouais. valeur qui paraissent à la fois évidentes et qui sont éminemment complexes.
Ouais, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Bah, c'est le moment, Élodie, de pa merci Oui. beaucoup, hein, Philippe, pour ton intervention Non, non, hyper avec riche, plaisir. intéressante. On voit que tu es passionné, c'est vraiment génial. Élodie, je te Oui, laisse, alors je vais wouh! reprendre. Ouais, du coup, Il y avait ça beaucoup va être, d'éléments. un peu chaud. Il y a beaucoup d'éléments. Merci beaucoup Philippe, vraiment pour, ce Ouais, partage. Je vais alors partager mon écran parce que je vais faire une synthèse et je veux bien que vous me disiez si c'est OK pour vous. Est-ce que vous voyez bien, pas encore, l'écran? pas Pas encore. encore. Non, D'accord. Ça charge pas? Non? Non, non. non, non. OK, alors excusez-moi, je reprends. Hop. Sinon je l'ai, Yes, Élodie. Là, c'est c'est bon? bon. Oui. OK. Du coup, donc je vais passer à la synthèse en faisant un parallèle en fait, des éléments. Donc, en reprenant les éléments, importants que Philippe, a soulignés et faire le parallèle en fait avec le référentiel EFC en utilisant ce visuel qui est l'iceberg. Alors, pour démarrer, en fait, ce que j'aimerais souligner dans ce que tu as dit, donc c'est revenir un petit peu sur la genèse et les fondements, en fait, de l'entreprise. Il y a 2 termes pour moi qui sont hyper importants, qui est l'audace et l'innovation, en fait, comme moteur de développement. En effet, parce que depuis la création, vous vous distinguez par cette vision audacieuse et la capacité d'innovation constante. Dès 2005, vous faites le pari précurseur, ce que tu disais au démarrage, d'entretien, de devenir un opérateur internet local. Vous anticipez en fait l'arrivée et le potentiel de la fibre optique qui normalement est réservée aux grandes entreprises, mais en fait, peu importe, Unimédia se positionne et en fait, ça ne va pas vous empêcher d'aller décrocher des gros contrats et de gagner la confiance de vos clients. Et je parle vraiment de confiance puisque on parle de clients comme les 24 heures du Mans, tu l'as dit, Keolis, Terra Botanica et c'est des clients, enfin ce sont des clients pardon, qui aujourd'hui continuent en fait à travailler avec vous. Et cette notion de confiance, elle est hyper importante et on va la retrouver justement dans la suite, de la synthèse. En 2014, vous reprenez, l'entreprise avec ton associé Nicolas et là, vous donnez encore une nouvelle impulsion puisque tu vois que le marché, en fait, tend à se banaliser. Tu as une vision claire et tu dis: «Il faut absolument qu'on trouve un modèle différenciant» et c'est là où vous allez, en fait, vous mettre en posture d'écoute des signaux faibles, à aller chercher ce qui fait vraiment sens pour le client. Donc nous, c'est ce qu'on va, en fait, appeler dans le référentiel EFC la recherche des effets utiles et tu comprends que finalement, que veut ton client? Il recherche de la simplicité, il recherche de la sérénité et il veut aussi un interlocuteur unique qui va être capable de, comprendre toute l'architecture, enfin vraiment globalité, architecture numérique de l'entreprise. Et donc vous choisissez d'intégrer, la téléphonie à l'offre et donc Unimédia devient un opérateur global. On parle, d'une offre de services intégrée. Ça également, c'est aussi un point important en fait d'être dans une logique servicielle et intégrée en fait qui va au-delà de la simple vente d'un produit. Derrière cette évolution, il y a l'ambition des 2 dirigeants, mais il y a aussi un autre facteur que tu as souligné à plusieurs reprises et qui montre que vous étiez déjà en trajectoire sans le savoir. Ce sont en fait vos ressources immatérielles et ça, c'est vraiment pour nous les ressources stratégiques clés en fait en EFC et alors moi, j'en ai noté, il y en a plusieurs, mais j'en ai, retenu, 3 importantes, enfin qui me semblent importantes. C'est déjà la confiance, donc on en parlait tout à l'heure, mais c'est la confiance que Unimédia a avec ses clients, mais aussi la confiance que vous avez en fait au sein de l'équipe et ça se traduit par une forte culture d'entreprise. Tu as dit, il y a un très faible turnover en interne et tu es même allé jusqu'à dire aujourd'hui, il y a une responsabilité collective partagée en fait avec l'ensemble, de l'équipe et donc un engagement très puissant, de chacun dans la direction que prend, l'entreprise. Il y a aussi 2 autres forces qui sont la pertinence et les compétences. Effectivement, l'entreprise aujourd'hui, détient un véritable savoir-faire avec une expertise, pardon, globale, unique et rare. Je les relis mes notes parce que c'est vraiment les 2 termes que tu as employés et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment, ces ressources immatérielles qui vont contribuer, en fait, largement au succès, d'Unimédia et aussi à votre longévité. Et longévité, ça fait une bonne transition parce qu'il y a un troisième point, on parlait des singularités d'Unimédia, il y a un troisième point important que tu as souligné, c'est votre approche en fait, d'une croissance raisonnée, lente. Alors c'est plutôt en fait sur le long terme et que vous assumez parfaitement. Aujourd'hui, Unimédia, il évolue en fait sur un marché qui est très, concurrencé, qui est
qui a une croissance en fait très rapide avec beaucoup, beaucoup de changements et qui est surtout dominée par des acteurs internationaux et malgré ça, en fait, vous construisez petit à petit. Tu dis: «On a toujours eu cette volonté de ne pas être trop performant, car si on est trop performant, en fait, on devient fragile». Tu as mentionné le mot de robustesse comme, en fait, un effet de bord de votre croissance, de votre notoriété et donc en fait, tu dis ça, c'est important de le souligner, tu refuses, en fait, la course à l'hypercroissance et vraiment ce qui est important, c'est de construire, en fait, une offre, solide qui va te coûter certainement plus cher. Tu dis c'est économiquement, ça a un coût effectivement, mais ça garantit la fiabilité, l'adaptabilité et la résilience. Tu parles d'un cercle vertueux, sur cette, trajectoire. Hem, le dernier point, en fait, ce que je voudrais voir aussi, c'est, finalement tous les ingrédients, de l'EFC, sont là. On a un terreau qui est, très fertile et il y a aussi la notion en fait, de malaise un peu plus profond que tu ressentais. C'est-à-dire qu'au-delà, des contraintes techniques et commerciales du marché, donc tu as parlé des pressions sur les prix, l'effondrement des marges, des phénomènes d'obsolescence. En fait, vous ressentez, toi et Nicolas, un espèce de malaise, un peu plus profond. C'est, la sensation d'évoluer sur un modèle économique qui va générer en fait une pression nocive, tant pour les entreprises que pour, l'environnement. Tu dis: «En fait, ça me rend fou d'être, cheville ouvrière d'un cycle de vente qui m'agace profondément», donc ce sont tes mots. Mmh. Et tu as envie de changer les choses. Tu avais l'impression que pour changer, il fallait passer par des choses très complexes et en fait, c'est à ce moment-là que tu rencontres, Angers Technopole et que, Angers Technopole va te présenter, en fait, le programme Émergence sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et donc ça t'apporte, en fait, ce cadre méthodologique qui va être, centré sur un temps long et sur la coopération et ça, en fait, c'est des choses qui vont vraiment résonner, par rapport à ce que toi tu recherchais et ça met des mots sur des choses que tu avais déjà, imaginées, en tout cas, commencées. Parmi les apprentissages, de l'accompagnement, tu as beaucoup insisté sur, 2 points. D'abord les externalités, c'était le dernier point de notre discussion où, effectivement, tu te rends compte que l'activité, en fait, elle va générer des externalités, indirectes, négatives, en interne auprès de tes collaborateurs, mais aussi vis-à-vis des clients qui finalement vont être, peu à l'aise avec la technique, sont très dépendants en fait de votre savoir-faire immédiat et qui pourtant, eux, engagent des frais importants. Et ces externalités-là, vous choisissez de les intégrer, vous voulez les réguler et pour cela, vous allez, accompagner vos clients vers plus d'autonomie, plus de transparence et tu dis en fait: «On va vraiment travailler en coopération avec eux» et là, on rejoint encore en fait un élément important du référentiel qui est justement cette notion de coopération, de construire avec et tu as cité l'exemple des, contrats. Tu dis: «Aujourd'hui, on va retravailler nos modèles de contrats pour les rendre plus lisibles, moins complexes, mais surtout on va les construire en fait avec le client». Tu as parlé aussi de formation, de séances de sensibilisation, de webinaires pour l'aider à mieux choisir, mieux utiliser, Mmh. son équipement. Et et donc en conclusion, aujourd'hui, en fait, on a une trajectoire qui avait commencé, qui était là, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de choses présentes. Tu es rentré en trajectoire il y a 2 ans et aujourd'hui, ça a complètement, en fait, changé ton regard sur le métier. Tu es davantage dans une enfin, tu complètement, je vais dire plutôt dans une posture, d'écoute, de transparence, de co-construction et je conclurai en disant, en fait, on est vraiment engagé aujourd'hui dans une, vraie relation, relation de service, en fait, avec le client. Mmh. J'espère que j'ai rien oublié et que, Tu peux enchaîner sur, c'était assez les clair. ouais. Non, c'est clair. Hem Pour la suite, du coup, donc on a fini notre rencontre avec, Philippe. Il y aura d'autres rendez-vous en fait, Voix de pionnier, je vous dis, c'est un rendez-vous qui est mensuel. Donc ici, vous avez le programme à venir. Le prochain rendez-vous, ce sera le 13 juin avec, l'intervention de l'entreprise Opaline dans les Hauts-de-France. Vous aurez en fait, de la suite également des autres rendez-vous, puisqu'on va vous fournir le support et vous aurez accès au replay également de
de ce webinaire, pardon. Et autrement, nous avons aussi les actualités du réseau, donc avec, alors je ne vais pas toutes les présenter, mais notamment, le prochain rendez-vous qui va venir très, très vite, la semaine prochaine, le 22 mai à Orléans, qui est un séminaire, dirigeant et heu Non, et c'est pas voilà, on Orléans, va c'est à alors du Bourgogne. coup, c'est Il y a une Bourgogne. erreur. OK, Ouais, c'est la Bourgogne, c'est pas chez nous. d'accord, mais on va le corriger avant de vous renvoyer, tout ça.